Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. On continue avec le conseil départemental et la visite des différents élus sur notre plateau. Hier, on avait la chance de recevoir Fatima Soufou, la première vice-présidente, et là, on reçoit un autre premier vice-président, non je plaisante, un quatrième vice-président du conseil départemental. C'est Issa Abdou aux affaires sociales, évidemment. Il est avec nous. Issa Abdou, bonjour. Bonjour Patrick Mian, je salue les Maoris qui nous écoutent ce matin, je sais qu'ils sont nombreux comme chaque matin. Merci d'être avec nous, on a évidemment des questions à vous poser, notamment sur l'organigramme. Flo parlait tout à l'heure effectivement de l'IGAS, on va y venir forcément. La première question, Issa, pourquoi avoir attendu autant de temps à cette nouvelle majorité pour mettre en place un organigramme ? Eh bien, parce que il fallait être sérieux. Qui pourrait penser qu'on fait un organigramme, mais en même temps, on a commandité un rapport de l'IGAS qui n'est pas encore arrivé, avec des préconisations très intéressantes attendues, et que pendant ce temps-là, on met en place un organigramme, ça n'a pas de sens. La colonne vertébrale chère à cette majorité commandait qu'on attende les conclusions de l'IGAS et ce faisant, eh bien, qu'on puisse en tenir compte dans l'organigramme. Je vous entendais tous les matins dire combien il était attendu cet organigramme. Eh bien, la raison, c'est celle-là. Voilà. Alors, vous dites que ça a un lien avec l'IGAS. Expliquez-nous, c'est quoi l'IGAS ? Pour tous ceux qui ne savent pas forcément ce qu'est l'IGAS. L'IGAS, c'est l'inspection générale pour les affaires sociales, donc qui dépendent donc du ministère des Affaires sociales et qui fait une inspection. En l'espèce, c'était une mission d'appui qu'on a demandé, nous appuyer donc dans notre démarche qui consiste à organiser le département et donc aboutir in fine à un organigramme. Donc il y a des inspecteurs qui sont venus, des gens qui sont venus pour regarder comment fonctionnait votre service. Votre service, oui, et ils en ont sorti un rapport avec des conclusions. Alors ces conclusions, c'est quoi en gros? Parce que je vois le rapport, il fait presque 160 pages, mais en gros c'est quoi les conclusions? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, d'abord, il faut citer quelques éléments contextuels pour préciser que c'est nous qui avons commandité ce rapport. Le 22 avril dernier, nous avons écrit à l'IGAS pour demander à ce qu'il y ait cette inspection sur le territoire. C'est du jamais vu. Pourquoi ? Parce que nous avons pensé que pour une équipe nouvellement élue, c'était pas de trop. 20 jours après l'élection. 20 jours après l'élection, oui. Et nous sommes arrivés, souvenez-vous, dans une ambiance délétère qui était à la DSDS, déballement médiatique avec toutes les tensions qui vont avec. Mouvement de grève, pour ne citer que ça. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on voie clair. Il fallait que nous ayons les éléments objectifs qui nous permettent de nous organiser à dessein. Et donc nous avons demandé à l'IGAS de avoir ce regard qui nous permet d'une part de nous organiser et d'avoir des éléments fiables qui nous permettent in fine de solliciter les aides nécessaires pour que nous soyons en ordre de bataille. Mais j'ajoute juste une chose, au-delà du rapport de l'IGAS, c'est aussi la visite que nous avons faite auprès du défenseur des droits, c'était au mois de juin 2015, c'est aussi la mise en place de trois schémas, celui de l'autonomie qui a été validé, celui de la médico-sociale qui nous a permis de programmer les 10 PMI de la mandature, mais c'est aussi celui de l'enfance que nous attendons, et là aussi, et pour cause, nous attendions le rapport de l'IGAS pour que nous puissions mettre en place le schéma de la petite enfance, qui est piloté par l'OPEMA. Et donc, c'était nécessaire pour que nous ayons cette vision claire de la mandature. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce rapport qui vient donc de sortir, il ne va pas des mains mortes. Évidemment, on le sait, tout le monde le sait, quand on compare notre conseil départemental à ceux de métropole, on sait ou d'autres d'outre-mer, que le social a normalement une place prédominante, puisque c'est la vocation première, quasiment, d'un conseil départemental. Ce que je veux dire par là, c'est que ce rapport de l'IGAS avec les recommandations, logiquement en face on devrait mettre des montants.
En clair, Issa, est-ce qu'on a les moyens financiers aujourd'hui de répondre clairement à ce rapport ? Non, puisque, et c'est au fond, j'ai parlé tout à l'heure de mission d'appui. Oui. Ça nous aide à voir clair, et je veux vous faire une confidence qui n'en est pas une vraiment, mais c'est quand même bon de le dire. J'étais frappé par les conclusions qui vont exactement dans le même sens que la Chambre régionale des comptes qui disait que Mayotte est un département lésé. En tout cas, les choses ont été bâclées. Ça n'a pas été fait dans les règles de l'art en 2011 lorsque Mayotte a été département. Pourquoi ? Parce que, il faut préciser cela, c'est qu'en 2006, il y a eu la compétence PMI qui était reprise par la collectivité départementale. En 2008, il y a eu l'ASE. Et sans moyens dédié. Et en 2011, il y a la départementalisation, mais là aussi, on a repris des coquilles vides, mais sans moyens véritables dignes d'un département. Et résultat des courses, nous nous trouvons aussi avec un département lésé, avec une compétence première, vous le disiez, qui est le social au niveau du département, mais sans les moyens qui vont avec. Et donc, nous, allez, vivotons. Mais c'est très compliqué. Et ce qu'il faut, au-delà du diagnostic, ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a dit ça, maintenant qu'il y a les recommandations ? Eh bien, il faut d'abord que nous disions que l'ASE, c'est a été identifié dans les hautes sphères de l'État et de la même manière nous travaillons, on a estimé à hauteur de 4,3 millions la DGF qui est en cours de rédaction, mais là aussi elle est sous-estimée parce qu'il n'y avait pas les chiffres exacts de l'IGAS que nous attendions. La PMI elle n'est pas identifiée dans les hautes sphères de l'État, mais nous allons faire en sorte que ça se sache, et de la même manière demander à ce qu'il y ait actualisation des manques à gagner avec quelque chose de rétroactif qui nous permet depuis 2006 pour ce qui est de l'ASE et 2008 pour ce qui est des PMI, et bien qu'il y ait cette compensation rétroactive qui nous permette d'être en ordre de bataille. Mais je veux ajouter autre chose. S'agissant de l'AME qui n'existe pas sur le territoire, comme vous le savez. Eh bien, il faut savoir qu'il y a 80% des femmes qui sont suivies par la PMI est issue de l'immigration et donc population non affiliée. Ça a des conséquences. Et 2 enfants sur... Et on a l'obligation de s'en occuper. Exactement. Ouais. Mais sans AME, sans l'aide médicale d'État qui conséquente, eh bien nous trouvons, mais c'est valable pour le CHM ou le CHU, c'est pareil, eh bien nous supportons ça seuls. Et l'idée au fond c'est de dire... L'État rembourse 4% quand même des prestations. On est loin du compte. Oui. Voilà, il manque l'AME, il faudra que nous mettions en contribution les parlementaires et au-delà de ça, peut-être, et c'est ce que préconise l'IGAS, qu'on crée une ligne budgétaire pérenne qui serait dédiée de manière à ce que le problème soit résolu, parce que vous voyez bien que c'est plus tenable. Alors, je vais donner la parole à Samuel, mais... est-ce qu'on ne peut pas trouver les ressources financières pour qu'on puisse avoir un service social qui fonctionne pas aussi bien qu'en métropole, parce qu'il faut beaucoup de moyens. Certains conseils départementaux, leur budget social, c'est 80% du budget, quasiment, dans certains cas. Nous, on en est loin, très loin, on n'est même pas à 10%, semble-t-il. Est-ce qu'on ne pourrait pas, ici, au sein du conseil départemental, trouver les ressources ? Est-ce qu'on ne dépense pas trop ailleurs ? Est-ce qu'on n'a pas... Pardon, mais il faut poser la question. Est-ce qu'on n'a pas une masse salariale trop importante au conseil départemental ? Est-ce qu'on n'a pas... On a l'impression que toutes les recettes servent uniquement à financer la masse salariale plutôt qu'effectivement à taper dans le social, plutôt qu'à aller taper dans le sport, plutôt qu'à aller taper dans la culture, les missions du conseil départemental. Regardez l'organigramme, on est passé de 8 DGA à 5, dont 2 qui sont destinés à la chose sociale. Pour faire court. DGA à 5, ça fait 3 personnes. Vous êtes 3 000 au conseil départemental. Non, mais vous voyez bien l'importance, pour la première fois qu'on accorde au social 2 DGA sur 5. Ouais. C'est pas rien. Pour dire au fond que le département se recentre sur ses missions, région, pour ce qui est de l'économie, la formation, et puis la DSTS s'agissant du social. C'est la première fois. Ce sont des gages évidents que nous donnons à ceux qui nous regardent pour dire au fond on va accorder
cette priorité au social. Et au-delà de ça, regardez le plan de mandature, regardez, je vous entendais parler ici de la cohésion sociale qui était première loge dans le plan de mandature. Donc il y a des lignes qui bougent, il y a une ambition réelle pour le social et c'est ce que nous essayons de faire au quotidien. Donc oui, il y a des choses qui se font et nous allons faire en sorte, on a validé le débat d'orientation budgétaire la dernière fois, nous allons peser et faire en sorte que dans le budget 2016, eh bien, on retrouve ces éléments qui nous permettent vraiment de dire que le social, c'est une priorité du département. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Personnellement, je ne voudrais pas que ce rapport au vitriol de l'Inspection Générale des Affaires Sociales vous retombe dessus. Vous n'en êtes pas responsable, vous héritez de quelque chose, et c'est vous, dès le départ, qui avez dénoncé une situation. Donc, élu le 2 avril, demande le 22 avril. C'est quand même extrêmement rapide. Je m'explique, mais aujourd'hui, on a un rapport au vitriol. On a une réorganisation du conseil de l'organigramme du conseil départemental. Demain, qu'est-ce qui va se passer ? Quel va être l'avenir de l'aide sociale à l'enfance ? Parce que je ne veux parler que de ce service pour le moment, alors que le social, c'est bien plus large que ça. Quel va être l'avenir ? Va-t-il y avoir véritablement un cofinancement de l'État ? Ou ce sera encore une fois juste une compensation peut-être un jour et mal ficelée qui sera apportée au conseil départemental qui va se retrouver seul ? Qu'est-ce que c'est l'avenir de l'aide sociale à l'enfance à Mayotte aujourd'hui, avec vous ? D'abord, en expliquant, et on revient à chaque fois à la même chose, mais l'organigramme, pour la première fois, c'était dissocié, mais très clairement, de la solidarité au sens large. Donc nous nous retrouvons avec un organigramme dans lequel on retrouve une DGA dédiée à l'enfance et au PMI. Et donc c'est pour la première fois, c'est ainsi. Et donc c'est un gage véritable que nous donnons et l'importance que nous accordons à l'aide sociale à l'enfance. J'ajoute autre chose. J'ai eu la chance de effectuer un déplacement au ministère des Outre-mer avec une idée simple, c'est de dire voilà, on est autour de la table, il faut qu'on se dise les choses très sincèrement. On a une difficulté à Mayotte, il faut que l'État nous accompagne, nous aide pour qu'on s'en sorte. Nous avons recensé les besoins, mais là aussi on attendait le complément de l'IGAS pour être tout à fait précis. Et donc l'idée fait son chemin pour que, eh bien, ce faisant, l'État nous accompagne. J'ajoute un dernier élément, mais ça ne vous a pas échappé. La loi consacrée au social qui a été votée le mois de novembre dernier, le sénateur Tani avait fait un amendement qui concernait Mayotte, avec l'idée que le président du conseil départemental recense ce qui se passe chez lui et remonte ça au garde des Sceaux, et après on essaie de trouver la solution, on attend les décrets d'application. Et donc il y a une vraie volonté, pour répondre à votre question, d'aller de l'avant et que l'on considère vraiment l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, que c'est une priorité pour nous et il n'y a qu'à regarder l'organigramme, c'est très clair. Sous forme de conclusion, Issa Abdou. Déjà ? Bah oui, ça passe vite, un quart d'heure. Beaucoup de gens vous voient plus dans vos fonctions comme un premier vice-président que comme un quatrième vice-président. De part déjà, effectivement, le social qui est censé avoir... mais on fait appel à vous souvent pour éteindre des feux ici et là, qui ne sont pas forcément liés avec votre direction. Vous me l'accordez ? Je vais me faire des amis, mais allez-y. Ok. Donc, permettez-moi de vous poser une question sur un domaine qui n'a rien à voir avec le vôtre. Juste une. Allez-y. Le marché qui a été... je parle du stade de Cavani. Ce marché qui est passé de 6 millions à 10 millions, comme ça, sans que ça choque qui que ce soit. Un marché, et notamment dans ce marché, le lot numéro 8, qui est attaqué au tribunal, dont on aura le délibéré, si je ne dis pas de bêtises, d'ici 15 jours. Est-ce que, si jamais... le lot est attaqué et perdu, est-ce que ça peut remettre l'intégralité du projet et du marché ? Je parle du stade de Cavani. J'ai bien compris. J'ai juste omis de préciser que le président du conseil départemental sera en mission à Paris le 17 mars. Oui. J'ai eu moi la chance de participer avec les présidents de région et nous avons obtenu qu'il y ait un projet de service qui sera défendu à l'occasion du déplacement du président du conseil départemental. Ça sera le cas, nous travaillons pour que les éléments que nous avons cités tout à l'heure, l'aide sociale à l'enfance, eh bien, que ces éléments-là aient toute leur place dans ce projet territorial qui sera défendu par le président du conseil départemental. C'était votre question, mais c'était ma réponse. non, s'agissant du stade de Cavani, mais j'ose espérer que non. J'ose espérer que non. Je sais bien que... Ça vous choque pas ? On passe de 6 à 10 millions
comme ça, et puis en avant. Et le lot 8 est attaqué. Alors, nous sommes dans un pays qui a des institutions et qui respecte le droit. Il se trouve que le contrôle de légalité, si il a accepté les choses telles qu'elles ont été faites, c'est que c'est cohérent. C'est en tout cas ma lecture des choses. Et de la même manière, ce qui serait choquant, Patrick Millan, c'est de considérer que la jeunesse mahoraise soit privée d'un stade de... On est d'accord là-dessus. Oui, voilà. Pour moi, ce qui est choquant, c'est ça. Voilà. Et c'est pas les 4 millions qui se baladent, on ne sait pas trop où ils sont. Et qu'on puisse considérer, in fine, que notre jeunesse, qui a vraiment été formidable lors des derniers Jeux à La Réunion, bien soit privée d'un tel outil. Voilà ce qui serait choquant de mon point de vue. Pour le reste, je ne suis pas technicien de la chose financière, mais j'imagine juste que si le contrôle de légalité a dit OK, c'est que tout va bien. Merci beaucoup Issa Abdou d'être venu sur ce plateau et d'avoir eu la gentillesse de répondre à toutes nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.